À la une de l'actualité, cette dispute rue Jean Jaurès au Terre-Saint-Ville qui a ôté la vie à un jeune d'une vingtaine d'années la nuit dernière. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. L'enquête est toujours en cours. On fera le point dans ce journal. Et si on fabriquait des objets à partir de sargasses, c'est la magie de la chimie. L'entreprise Algopac en a fait un matériau proche du plastique. On en parlera avec notre invité Patrick Dexon, chef d'expédition de 7e continent. Le Marigot s'offre un coup de jeune. Ce matin, la ville a démoli son vieux marché, une bâtisse dangereuse et inutilisée depuis plus de 20 ans, dont la disparition fait le bonheur de la population. Et puis en sport, les deuxièmes matchs de finale de play-off de basket ont animé le hall Pellière-Donatien hier soir. Se sont imposés l'Éclair chez les femmes et le Golden Star chez les hommes. Des victoires qui ramènent le score à 1 partout. On verra ça tout à l'heure. Et puis on recevra également ce soir la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale au Maghreb et à Malte. C'est une Martiniquaise, elle s'appelle Marie-Françoise Marinelli. Elle nous parlera de ses missions tout à l'heure. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec ce meurtre hier soir au Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. Vers minuit, un jeune homme d'origine dominicaine a été frappé à plusieurs reprises avec une arme blanche. La fin dramatique d'une rixe qui avait éclaté dans un restaurant de l'avenue Jean Jaurès. La victime s'appellerait Richard Fabian, il aurait une vingtaine d'années. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. Une enquête est en cours. Le reportage d'Isabelle Ferrière avec Anaïs Gall. C'est dans ce restaurant de spécialité dominicaine que le drame s'est déroulé la nuit dernière. Une bagarre qui a coûté la vie à Richard Fabian, un jeune de 24 ans, originaire de Saint-Domingue. À l'heure du crime, une cinquantaine de clients profitent de l'ambiance salsa reggaeton des lieux. D'un coup, la situation dégénère. La bagarre s'est déclenchée d'un moment à un autre et ça n'a pas duré longtemps en fait. Il y a des gens qui ont vu qu'il avait une bouteille dans les mains, d'autres ont vu un poignard. Moi, j'ai rien vu. En tout cas, j'ai bien vu les coups, mais c'est après que j'ai réalisé que c'était des coups de poignard en fait. L'auteur présumé aurait aussitôt pris la fuite. Richard Fabian gît au sol. Il a reçu 7 coups de couteau, dont 3 lui seront fatals. Les secours mettent plus d'une demi-heure à intervenir. On lui a apporté les premiers secours vite fait, mais je pense que les gens qui étaient sur place n'étaient pas vraiment... savaient pas vraiment s'y faire, quoi. On a essayé de lui faire un garrot, mais après il faut savoir où est la blessure, tout ça, donc je pense que c'est les secours qu'ils devaient faire. S'ils étaient arrivés un peu plus vite, je sais pas, s'ils auraient pu le sauver. Selon les témoins, l'agresseur est un jeune dominicain, connu dans le quartier. Un adolescent sans histoire, devenu récemment père de famille. Celui qui a porté les coups, oui. Il y a quelques temps qu'il est ici. Il n'y a pas longtemps. Mais il y a quelques temps qu'il est ici, il y a au moins un mois qu'il est là, et voilà quoi. Ouais, c'est un petit gars tranquille, il vient avec sa copine. Il est plutôt tranquille, mais ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire, hein. Qu'il soit tranquille, qu'il soit pas tranquille, les faits sont là, quoi. Il a bien tué le petit gars. Pour l'heure, les causes du drame restent inconnues. Le meurtrier présumé s'est rendu aux autorités en fin de matinée. Selon les forces de l'ordre, ce bar-restaurant est signalé comme l'un des plus dangereux de la capitale. Dans un tout autre registre, cette question, et si les sargasses étaient une matière première exploitable? C'est ce que s'est demandé l'association 7e continent avec la société Algopac basée dans l'Hexagone. Ils ont cherché à transformer les algues en une autre matière. Et quelques expériences chimiques plus tard naissaient des objets à base de sargasses. On en parle avec notre invité. Bonsoir Patrick Dexon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc responsable d'expédition au 7e continent, navigateur, explorateur surtout. Vous avez, je vois, des petits pots avec vous. Alors voilà. Ça c'est assez fait à base de sargasses. Voilà, donc je suis très fier ce soir de vous présenter en première mondiale un petit pot, un petit vase qui a été réalisé entièrement avec des sargasses et qui est 100% biodégradable. Il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur de ce petit pot de fleurs. Ça ressemble à un petit pot de terre, ça ne se casse pas, c'est quand même solide. Là, on a décidé d'en faire un petit pot de fleurs, mais les utilisations de sargasses sont illimitées puisqu'on reproduit la même propriété que le plastique. Donc tout objet peut être fabriqué en sargasses. Alors j'ai mis le nez dedans tout à l'heure et ça sent la mer. Bien sûr, parce que là, bon, effectivement, la société Algopac nous l'a fourni pour qu'on puisse vous le présenter ce soir. Et effectivement, donc, il n'a pas été encore traité au niveau des odeurs, etc. Donc effectivement, ça sent un petit peu la mer. Mais à terme, on n'aura pas cette odeur-là. À terme, bien sûr, ça sera identique au plastique. Alors c'est une première mondiale, vous le disiez. Est-ce qu'on tient là une alternative au pétrole pour fabriquer du plastique? Oui, bien sûr, c'est le but des expéditions 7e continent. Nous, on lutte contre cette pollution plastique qu'on retrouve en mer. Et effectivement, on se
doit d'agir aussi pour réduire cette production de plastique. Donc on trouve des alternatives au plastique et donc en l'occurrence on regroupe à travers notre club des entreprises ou des personnes morales qui sont capables de trouver ces alternatives au plastique. En l'occurrence Algopac, qui est un de nos partenaires, a réussi à transformer ses sargasses en biomatériaux, et c'est une vraie avancée puisqu'on était confronté à un problème écologique, économique sur les Antilles, et on a pu le retourner en valorisant ces sargasses. Alors est-ce que justement on va être capable à terme de s'enrichir grâce à cette application des sargasses? Bien sûr, le but c'est de créer une économie circulaire, créer de l'emploi sur les Antilles, et surtout d'amortir les coûts que représente actuellement le ramassage de ces sargasses qui ne sont pas vraiment valorisés. Grâce à Algopac, on va pouvoir donner une valeur à ces sargasses et créer de l'emploi. Alors, en attendant que tout ça se fasse, en Guadeloupe, la lutte s'organise de manière assez urgente contre les sargasses. Ce matin, les services de l'État, la région, le département, les communautés d'agglomération et l'ARS se sont rassemblés, vous le voyez, en préfecture pour faire le point sur la situation. L'occasion de voir comment peuvent être mutualisés les moyens humains et matériels à moyen et long terme pour ramasser les algues. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Linda Gaillarcy. J'ai proposé effectivement que puissent être mobilisés des contrats aidés pour créer des sortes de brigades de l'environnement qui pourraient compléter l'action des services de chaque collectivité en termes, je dirais, de ramassage des sargasses et d'entretien de nos côtes. Donc voilà, je vous dis, mobilisation des moyens à l'échelle des communautés d'agglo au profit de chacune des communes de l'agglomération et soutien de l'État, de la région, du département et de ces mêmes agglomérations dans le cadre de la création d'un fonds d'urgence qui servira à recruter des personnels, si ces personnels ne sont pas aujourd'hui suffisants, à acquérir des moyens de ramassage, de transport, voire la constitution de stockage. Ce que la population doit retenir, on continue l'action, on est activement présent, on sera tous les jours là, et puis on se donne une semaine pour faire un protocole, pour mettre tout ça au point. Alors évidemment, quand on dit ça, demain matin, vous passez sur une telle plage, vous aurez peut-être des sargasses en disant qu'est-ce qu'ils font. Tous, on doit s'y mettre. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre, on peut utiliser directement les algues pour la fertilisation et faire ce qu'on appelle des amendements organiques. On peut faire ça. Ensuite, c'est vrai que ça sent pas bon, mais c'est pas si menaçant et dangereux que ça. Je dis pas aux gens d'aller s'exposer, mais c'est pas aussi dangereux qu'on veut bien le faire croire. Donc on s'est donné les moyens pour une action longue, coordonnée et nous espérons efficace. Alors, le président François Hollande sera là ce week-end pour le sommet sur le climat qui se tiendra donc samedi à Madiana. Est-ce que pour vous, c'est une occasion supplémentaire d'alerter sur les dangers du plastique et sur le potentiel des sargasses? Bien sûr, on cherche forcément à rencontrer monsieur le président pour justement lui exposer les solutions qu'on a mises en place. Effectivement, il faut qu'on arrive à rassembler tous ces gens, tout cet entourage justement pour concrétiser ce travail qu'on a accompli de transformer des sargasses en plastique. Alors le travail n'est pas fini parce qu'il faut comprendre aussi d'où viennent les sargasses, si c'est cyclique, est-ce qu'on peut anticiper leur venue. Alors nous, on a une boîte à outils qui est très complète, on est une petite ONG, mais on est entouré des plus grands services scientifiques français, le CNRS, le CNES, etc. Donc on a une grosse boîte à outils. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est la volonté politique et financière pour continuer nos travaux. On arrive avec un exemple concret, nous on est capable de faire ça. C'est vrai qu'on était une petite ONG, on avait du mal à se faire entendre. En ayant l'exemple concret là sous les yeux, on peut présenter notre projet à Monsieur le Président. Et espérer que du coup il y a des débouchés. Dernière question, vous avez bientôt une autre expédition sur ce qu'on appelle donc le 7e continent. C'est un amas de déchets plastiques au milieu de l'océan. Comment elle s'annonce cette nouvelle elle s'annonce très bien. Donc on va partir le 18 mai de Fort-de-France et on va remonter tout l'arc antillais. On va s'arrêter en Martinique, en Dominique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barth pour faire des opérations pédagogiques, montrer les
résultats qu'on a avec des sargasses, intéresser le jeune public à cette problématique de pollution. Et ensuite, à partir du 23 mai, on va rejoindre le GIR, cet amas de plastique qui circule pour encore mieux connaître les conséquences que ça a sur la faune, la flore et sur la santé publique. Et développer encore d'autres choses. Merci beaucoup, Patrick Dixon, d'avoir été avec nous ce soir. L'écologie, c'est aussi la lutte contre les effets du chlordécone. Dès demain, une nouvelle campagne de communication sera lancée par l'Agence régionale de santé et l'instance régionale d'éducation et de promotion, l'IREPS. Son objectif, réduire l'exposition à la chlordécone des populations vivant en zone contaminée. Une action qui passe par l'analyse gratuite des sols et qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de santé baptisé JAFA, Jardins Familiaux. Écoutez les précisions du responsable de ce programme ainsi qu'une conseillère en nutrition qui travaille sur le sujet. Ils répondent tous deux à Loïc Régis. Le but de la campagne, en fait, c'est de redonner quelques notions de base sur la chlordécone et surtout de rappeler qu'il existe un programme des jardins familiaux qui offre aux particuliers qui le souhaitent la possibilité de faire analyser le sol de leur jardin pour faire des cultures sensibles au transfert de chlordécone du sol, mais aussi pour pratiquer l'élevage, puisque l'élevage, c'est une problématique relativement nouvelle dans JAFA. Il a été mis en évidence relativement récemment que l'élevage sur un sol contaminé, notamment de volailles, pouvait donner à la fois de la chair de volaille bien contaminée, mais également des œufs très très contaminés. Regarde ça, Edouard. Mais au cas où on m'a posé à tout à l'heure. Papa les disait, non? De quoi il s'agit là? C'est la lettre qui nous dit votre parcelle de terrain est contaminée par la chlordécone. Edouard, mon Dieu, mon Dieu. Attendez, regardez ça. Et cadeau ensuite. Attendez. Et vous devez construire un poulailler isolé du sol. Ce qui pose problème, ce sont les légumes qui sont dits sensibles au chlordécone. C'est vraiment tout ce qui pousse dans le sol, en contact direct avec le sol contaminé. Donc c'est vrai que sur ces légumes qu'on appelle généralement les légumes racines, donc c'est tout ce qui est dachine, igname, patate, il y a certaines précautions à prendre, non seulement au niveau de la culture, mais aussi au niveau de la préparation. Sinon, les autres produits qui sont hors sol, on peut les consommer sans crainte, comme aubergines, tina, banane jaune, fouille à pain. Parlons maintenant d'un sigle que vous croisez souvent, PNRM pour Parc naturel régional de Martinique. 4 lettres pour une mission très large, mais qui est un peu floue à nos yeux. Ses actions les plus connues sont la protection et l'aménagement de nos richesses naturelles. Et au-delà de ça, le PNRM propose un dispositif de formation et d'études scientifiques sur la biodiversité. Tout un programme dont nous parle Sabrina Doré ce soir dans Pays Moins Jeudi. Ce sera à 20h, juste après la tranche info. Et voilà ce qui vous attend. Si vous faisiez par l'autre côté, juste après quand vous passez du côté du phare et que vous arrivez tout en bas, lorsque vous allez commencer le sentier dénudé, ou là où il y a le plus de soleil, il y a une petite anse là et on a souvent des tourne-pierres. À ce niveau-là, il n'y aura pas beaucoup. Donc voilà, bonne continuation. Thomas est gardien de l'environnement depuis 3 ans. Il travaille essentiellement à la réserve de la Caravelle, classée réserve naturelle depuis 1976. Ses missions se répartissent en 3 volets. L'éducation à l'environnement avec des écoles ou des groupes, police de l'environnement en veillant au respect de la réglementation des espèces protégées, accompagner ou assurer les opérations scientifiques des 2 réserves qui sont gérées par le parc. Parlons maintenant d'une femme qui pourrait symboliser à elle seule la Martinique qui réussit. Marie-Françoise Marinelli est une enfant du pays qui vient d'être nommée directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Marie-Françoise. Bonsoir Rémi. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Alors avant toute chose, pour qu'on comprenne bien, quand on dit Banque mondiale, on ne parle pas simplement d'une banque, comme on l'entend au quotidien, mais d'un véritable acteur international du développement des pays depuis 1944 et d'un outil de lutte contre la pauvreté surtout. Quelle est votre mission, vous, au sein de cet organisme? Alors, je suis actuellement la directrice de la Banque mondiale pour le Nigeria. Le Nigeria qui est le plus gros pays d'Afrique par la population, 170 millions d'habitants, et aussi la plus grosse économie. Et je vais bientôt devenir la directrice, comme vous l'avez dit, pour le Maghreb et Malte, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye. Et Malte, bien sûr, donc. À partir du 1er juillet. Et alors, en quoi consiste votre travail finalement? Alors, une directrice de la Banque mondiale est vraiment la personne qui est l'interlocuteur direct de l'institution avec le pays. Donc, nous engageons le dialogue avec le pays, nous établissons notre stratégie d'engagement, nous définissons nos programmes et nous faisons donc la supervision des opérations que nous proposons au pays,
Tout cela en accompagnement au pays, car c'est le pays qui décide de ce qu'il veut faire et nous sommes là pour les accompagner dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est quand même une sacrée responsabilité. Quel est votre parcours? Comment vous avez atterri à ce poste? Oui, je dois avouer que j'ai eu un parcours assez éclectique parce que j'ai eu mon baccalauréat en 1974, ça fait quand même assez longtemps, en partant du lycée de jeunes filles. À l'époque, je me destinais à l'expertise comptable. Donc j'ai commencé une école supérieure de commerce, préparation à l'expertise comptable et j'ai eu la chance de commencer en fait un stage en expatriation en Côte d'Ivoire où j'ai aidé le gouvernement ivoirien à développer le plan sucrier. Et je pense que c'est de là qu'est partie ma carrière internationale. Retour à Paris dans le cadre des projets de François Mitterrand, j'ai travaillé sur le musée de la Villette. Après cela, j'ai fait un master aux États-Unis, dans l'université de l'Ohio. Et après cela, j'ai eu de nouveau un engagement sur le terrain en accompagnant des pays dans la privatisation et la restructuration de leurs entreprises, le Togo, le Burundi, la Côte d'Ivoire. Et je suis finalement rentrée à la Banque mondiale où j'y suis depuis une vingtaine d'années avec un parcours tout à fait régulier depuis l'appui aux privatisations, le développement de l'intégration régionale, le développement du projet pétrolier Tchad-Cameroun Pipeline et finalement directrice des deux Congos, Kinshasa et Brazzaville, ensuite le Nigeria et voilà maintenant je vais remonter vers l'Afrique du Nord. C'est un sacré parcours. Ça peut inspirer pas mal de jeunes quand même. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui se préparent à rentrer à la fac, peut-être, qui font leurs vœux, etc. Bon, les vœux sont peut-être terminés, mais voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes-là que votre carrière peut faire rêver? Je voudrais surtout les encourager à regarder à l'international parce qu'effectivement, on est dans un environnement globalisé aujourd'hui. Les opportunités se trouvent dans un espace global avec les échanges avec la Chine, l'Inde et l'Afrique qui, à mon avis, va être le dernier continent, comme on dit, the rising continent. Et pour cela, je les encourage à travailler dur parce qu'on ne peut pas y échapper. Travailler les langues et aussi beaucoup de générosité, je crois. Donc vraiment, travail dur que j'ai obtenu par mon père, beaucoup de foi que j'ai obtenu par ma mère et de la générosité. C'est important. Aujourd'hui, ce nouveau pas dans votre carrière, c'est toujours impressionnant. Est-ce qu'il vous arrive, quand vous menez des projets d'envergure à l'étranger, d'avoir un regard sur le développement de la Martinique? Est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe ici? Je dois avouer que plonger dans les problèmes de l'Afrique, je ne regarde pas toujours la Martinique, mais quand je reviens quelquefois, je m'aperçois que les problèmes que nous voyons dans l'île sont peut-être similaires à ceux que nous avons dans beaucoup de pays. Je vois que le problème essentiel, c'est celui de l'emploi des jeunes. Et je dois avouer que je suis du François, ça me fait mal au cœur de revenir au pays et de voir tous ces jeunes désœuvrés. Et j'espère que nous allons pouvoir trouver des initiatives qui permettent de relancer l'emploi et surtout de leur redonner l'espoir. Quand on est à l'étranger, comment est-ce qu'on garde la Martinique à l'esprit? Comment est-ce que vous, tous les jours, il vous arrive de manger local, d'écouter de la musique de chez nous? Enfin, voilà. Je me suis toujours demandé, quand on est ailleurs, comment on garde un pied au pays? Ben écoutez, quand on est martiniquais, je crois qu'il y a quelque chose de martiniquais et même d'antillais. On ne perd pas son image et sa marque de fabrique. En réalité, je suis toujours en contact avec la famille. On a maintenant donc les réseaux sociaux qui nous permettent, nous avons un WhatsApp familial, donc dès qu'il se passe quelque chose, on sait à l'instant, à travers le monde, puisque nous sommes éparpillés, on sait ce qui se passe. Mais je dirais que la communauté martiniquaise, bien que nous soyons peu nombreux, nous sommes bien représentés à travers le monde. À la Banque mondiale à Washington, où j'ai passé d'ailleurs une quinzaine d'années avant d'être sur le terrain, nous avons une petite communauté martiniquaise. À Abuja, où je suis encore, il y a aussi une petite communauté martiniquaise et nous avons toujours plaisir à nous retrouver autour d'un petit punch, autour de petits dacras. Et ça fait plaisir de se raconter les petites histoires du pays et surtout de faire connaître la Martinique aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Françoise Marinelli d'avoir été avec nous. Nous aussi, on vous gardera à l'esprit. Puis félicitations pour votre nouveau poste. Merci bien. Beaucoup. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira au Marigot qui s'est offert un petit lifting avec la destruction de son vieux marché aujourd'hui, la promesse de nouveaux projets à venir. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite, il va entamer une semaine placée sous le signe de l'écologie. Il nous emmènera à Saint-Joseph dans une ferme bio baptisée l'Hôtel des Plaisirs. Mais ouvrons d'abord une page de sport avec du basket. Hier, le Pellière-Donatien accueillait le deuxième match des finales de play-off. Alors qu'elles avaient perdu la veille, les joueuses de l'Éclair l'ont emporté face à l'équipe de la Gauloise, 62-59. Chez les hommes, le Golden Star est lui aussi revenu à une victoire partout, 92-73, score final face à Lussac. Une soirée de finale que nous résume Caril Chassol avec Michelet François. Dos au mur, après sa défaite de la veille, l'Éclair en rouge n'a pas droit à l'erreur à l'entame de cette deuxième finale face à la Gauloise. À l'image du premier match, celui-ci est également rythmé et équilibré. Les deux formations se rendent coup pour coup. À la fin du premier quart-temps, la Gauloise mène d'un point 19-18.
Le deuxième est du même acabit. Les Saléennes prennent l'avantage de 3 points juste avant la pause grâce à Mylène Valéry. À la mi-temps, le score est de 38 à 35. Un écart que l'Éclair maintient, voire augmente lors du troisième quart-temps. Il passe de 3 à 5 points. Et en dépit de quelques réactions lors de la dernière manche, la Gauloise s'incline sur le score de 62 à 59. Je pense que nous avons eu moins de réussite et un peu de fatigue. Mais de toute façon, il y a un prochain match mercredi et on sera au rendez-vous. La dernière fois on est parti, on avait 70 points en moins. 70 points de raté, alors que ce soir on n'en a que 12. Donc voilà, la différence, elle est là. 70 points de raté contre 12 paniers en dessous, ça change tout. Chez les hommes également, le Golden Star en jaune n'a pas droit à l'erreur à l'entame de ce deuxième match. Si, comme la veille, le premier quart-temps est équilibré, les partenaires d'Olivier Saillé montrent davantage de détermination. Ils virent en tête. Lussac n'est pas pour autant distancé et malgré quelques imprécisions, les hommes de Sivat n'accusent un retard que de 4 points à la mi-temps. Un écart que Lussac comble en 2 minutes. Certains pensent alors les partenaires du bouillon Dijon revenus dans la partie, mais il n'en est rien. Les Étoiles d'Or reprennent leur distance et mènent de 7 points à la fin du troisième quart-temps. De 7, l'écart passe à 13 points dès l'entame de la dernière manche. Les protégés de Souchette enfoncent le clou. Ils s'imposent 92-73 et égalisent à une victoire partout. Je crois que, et je leur ai dit, je leur répète, que c'est dans la difficulté que les triomphes, que les victoires sont belles. Mais par conséquent, il fallait simplement ce soir hausser le niveau en défense. On a eu un petit passage à vide sur le troisième quart-temps qui a fait qu'on a sombré, quoi. Donc, mais physiquement, c'est pas physiquement qu'on a pêché, c'est tactiquement. On a eu des petites lacunes. Troisième match des playoffs ce mercredi, toujours au hall Péliard-Donatien. Et ce week-end, il n'y avait pas que du basket. La Coupe de Martinique de handball jouait aussi sa finale. Du côté du volleyball, ce sont les demi-finalistes qui ont agité les clubs. En football, la 23e journée du championnat en DH a vu le sacre du Golden Lion. On retiendra également la victoire d'Axel Carnier de la pédale d'or Joséphine au Tour cycliste junior. Retour sur un week-end de sport intense avec Caril Chassol, Loïc Régis, Marc-Olivier Drim et Michelet François. Sport collectif toujours en handball, les finales de la Coupe de Martinique ont vu le sacre du Rivet sportif chez les femmes et de Sainte-Anne-Cap-Saint-Dix au masculin. Les Gaumonnaises ont battu la Gauloise 24-22. Victoire logique également de Saint-Annais 33-24 aux dépens de l'ASC du COS. En volleyball, les finalistes de la Coupe de Martinique sont connus. Chez les femmes, comme en championnat, on aura droit à une confrontation entre l'Espoir et le Rayon. Chez les hommes, le Rayon a écarté l'Éveil pour se retrouver en finale face au Good Luck. En football, la 23e journée du championnat de DH a vu le sacre du Golden Lion, vainqueur du Real de Tartane 8-1. Les Joséphins sont sacrés champions de Martinique pour la première fois. À noter également les défaites du club franciscain et de l'Aiglon et la bonne opération de l'émulation. Les Chelchérois sortent de la zone rouge. En football toujours, le tournoi Paul Chilan, réservé aux U17, est revenu à la Guyane devant la Guadeloupe et la Martinique A. Le Tchébéré d'édition 2015 est revenu à Andy Simons. Il a parcouru les 91 km et 4770 mètres de dénivelé positif entre le Prêcheur et Chelcher en non peu plus de 11 heures. Cyclisme pour conclure, le Tour Junior de Martinique a été remporté par Axel Carnier de la pédale d'or Joséphine. Il devance au général Eddie Michel Lassource du Madina Bikers et Brandon Barrett Ajax du CCV. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au Marigot où l'on a détruit aujourd'hui l'ancien marché aux poissons, une vieille bâtisse qui n'était plus utilisée depuis plus de 20 ans et qui était devenue un danger pour les habitants. Des Marigotins satisfaits de cette démolition, d'autant que la municipalité envisage de construire sur le site un marché flambant neuf ainsi qu'un espace culturel dédié à Eugène Mona. Louis Sabas. Le vieux marché du Marigot. Vétuste, inutilisé depuis près de 20 ans, il était comme un pustule que la commune a décidé d'éliminer de son paysage. C'est chose faite depuis ce matin, l'initiative plaît à bon nombre d'habitants.
Il faut le tirer parce qu'en plus, il a tué Vubert. Parce que Margot est en belle baie, il a tué Vubert, il a tué Vubo là. Avec la destruction de la bâtisse, la ville du Marigot se lance dans un vaste projet d'aménagement du front de mer. Nous allons réaliser là un vrai front de mer, y compris le plan d'eau qui devra être revu, un vrai front de mer où on va trouver le musée Mona, on va trouver un office de tourisme, on va trouver une aire assez importante pour les événements sur le territoire de la commune, car ce sera désormais la place des fêtes. Donc voilà, il y a et puis un nouveau marché, mais je le dis et je le répète, à la dimension de la commune. Ce marché devrait être en bois et accueillir 4 ou 5 marchands. Coût global de l'opération du nouveau front de mer, 80 000 €, financé en majeure partie par la région. Il s'agit pour l'édilité de rendre l'endroit attractif, de quoi redonner le sourire aux commerçants des environs. C'est une très bonne chose de redynamiser le centre-bourg parce que c'est réellement là où gamin, il y avait la fête. Donc je pense que ça va être plus, je dirais même plus pour le nord Atlantique. Les premiers travaux devraient débuter en 2016 et s'achever en 2022. Mais en attendant, le site ne devrait pas rester inoccupé. Selon la municipalité, un parking et un espace beach volley y seront créés dans les jours à venir. Attention aux coupures d'électricité. Demain, les quartiers Morne, Carrette, les Floralies et les Bougainvilliers ainsi que les résidences du Vert-Logis à Ducos seront privés de courant de 8h30 à 13h. De même pour le Bourg et le quartier Tamarin à Casse-Pilote de 8h30 à 12h30. Enfin, à Schellcher, c'est l'Anscola et la résidence Aquamarine qui seront concernés de 8h à 13h. Et à Schellcher, justement, il faudra remballer vos maillots ou changer de plage. Les plages du bourg de Madiana et de Lens-Madame sont interdites à la baignade et à toute autre activité nautique. Pas question non plus d'y pêcher. En cause, des travaux de renforcement de la canalisation du réseau d'assainissement de l'impasse des Flibustiers au lotissement Saint-Georges. Les travaux dureront jusqu'à mercredi, mais l'interdiction ne sera levée que quand les résultats d'analyse attesteront de la bonne qualité des eaux de baignade. Et puis toujours au chapitre infopratique, notez que la qualité de l'air est médiocre. Aujourd'hui et demain, Madininer lui attribue la note de 7 sur 10. Restez donc prudents et n'abusez pas des exercices physiques, surtout si vous êtes sensible aux difficultés respiratoires. Et puis en bref, pour terminer, les inscriptions au TAP, le temps d'activité périscolaire, sont ouvertes depuis ce matin au Lorrain. Munissez-vous de votre attestation d'assurance et rendez-vous au bureau des affaires scolaires de 8h à midi, du mardi au vendredi, pour inscrire vos enfants. Allons maintenant à la campagne. Cette semaine, Hubert Bornil a décidé de se mettre à l'heure du bio et ça commence à Saint-Joseph. Depuis plus de 20 ans, l'Hôtel des Plaisirs s'étend sur 6 hectares en plein cœur de la forêt. Claude Ducalcon y travaille la terre et y élève des ânes, des ovins, des caprins, des animaux de basse-cour également. Un petit paradis 100% bio et 100% beau que nous emmènent découvrir Hubert Bornil et Michelet François. Alors, je m'exerce à l'agriculture. J'ai eu cette chance qui m'est offerte par Claude Ducalcon, accompagné de son épouse Ursula, depuis une quarantaine d'années, ici sur ce terrain de 6 hectares à Mont-des-Olives. Il pratique de la culture bio, tout à fait bio, 100%. Regardez. L'une des réalités souvent ignorées du quotidien de l'agriculteur, après avoir passé 3 heures dans les bureaux administratifs, c'est le retour sur le terrain pour Claude Ducalcon. Si on veut, partout, on peut faire du bio, dans la mesure que le sol ne soit pas contaminé par cette maladie chlordéconique. La ferme bio de l'Hôtel des Plaisirs, l'une des rares exploitations agricoles à posséder le label EcoCert, la véritable garantie quant à la nature biologique des produits. C'est le certificat délivré par la structure de certification EcoCert. On voit ici, c'est marqué EcoCert, certificat. Et là-dessus sont présentées toutes les cultures que je fais ici. Dachine, patates douces, igname, orange, mandarine, fleurs, volailles, œufs, caprins et ovins sont les principales productions du site. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'y croient pas. Mais si on peut profiter du mouvement de la Lune, on va faire une opération comme je fais là, c'est-à-dire buter les dachines. En créole, nous avons dit « bas dachine nantais ». Donc la ligne est pleine là, et en descendant, ou il gros la ligne, ou quoi bas dachine ou terre. Donc il a grossi en même temps qu'il a ligne à monter. En culture biologique, l'on travaille 5 fois plus en comparaison de l'agriculture traditionnelle. Et surtout, n'allez pas parler à Claude de culture raisonnée. On nous pas parler de culture raisonnée ici, nous en bio.
ou à la limite, on peut parler de culture organique, culture naturelle. Il y a toujours du travail sur l'exploitation, mais ce n'est pas un problème pour l'agriculteur. Et lorsque ce n'est pas le jardin, il doit s'occuper des animaux de la basse-cour. Heureusement que sa femme lui donne un coup de main à tous les étages de la production. La composition du terreau, l'une des activités que le public peut apprendre ici, c'est la base de toute l'activité bio. C'est vraiment la manière correcte de fonctionner et de préserver son sol et son environnement. N'oublions pas qu'on est à côté de la rivière Blanche et que si j'utilisais des pesticides, avec un captage en aval de mon exploitation, ce serait dangereux pour nos concitoyens. C'est rigolo, non? Ouais. Tout le monde aime ça. Tous les petits, les grands, tout le monde. Ultime séquence de plaisir à l'heure du déjeuner, c'est tout ça, la vie à la ferme. La ferme de l'Hôtel des Plaisirs, un lieu que vous pourrez visiter prochainement, donc premier week-end de juin, dans le concept Rendez-vous au jardin. Ça sera d'ailleurs ouvert au grand public. Je suis avec mon copain Pedro, Lan Pedro Bouricla. Eh bien, salut Pedro, la bourrique. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas. Dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.